Oui, bonsoir. Je suis Emmanuel Pierrat, le conservateur de ce musée. Parce que vous êtes ici au musée du barreau de Paris. Vous êtes d'abord à l'hôtel de la Porte, qui a été conçu rue du Séjour du Roi. Désormais, c'est la rue du Jour. C'est un hôtel particulier qui est classé. Mon bâtonnier était persuadé pendant très longtemps que c'était une ancienne prison. C'était l'hôtel particulier du plus gros poissonnier des Halles, donc on a la mythologie qu'on peut, et qui l'avait fait concevoir avec un escalier que vous pourrez regarder en sortant, je vous assure, ça n'a aucun rapport avec la justice, avec les marches de nos chers palais, mais c'est un escalier qui est classé, qui est un chef de la perspective, qui a été au premier inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1840, qui a été une des premières choses inscrites par l'État français, donc ça me semble intéressant, vous y jetiez un œil. Pour le reste, ce musée présente des collections permanentes qui appartiennent donc à l'ordre des avocats et sont essentiellement constituées très bêtement chronologiquement de l'Ancien Régime, du procès de Marie-Antoinette, de Louis XVI jusqu'à derrière moi. On doit terminer avec l'affaire Papon et peut-être avec un dessin de Noël Schmitt d'ailleurs, je crois. En tout cas, donc on brasse des affaires Dreyfus, on brasse beaucoup de grands procès. En ce moment, il y a une diversion parce que, comme vous l'avez compris peut-être en voyant quelques-unes des images, les femmes sont désormais majoritaires au barreau et dans la magistrature. C'est une bonne chose. Et là, elles sont ultra majoritaires au musée puisque nous sommes en ce moment dans une exposition temporaire consacrée aux femmes et à la justice, qui est accompagnée d'un très beau catalogue. Et donc c'est pour ça que nous avons aussi bien les archives de Madame Simone Rosès, le président de la Cour de cassation, qui nous a confié beaucoup de choses. Gisèle Halimi nous a donné beaucoup de choses. Enfin voilà, on a beaucoup de femmes qu'on aime beaucoup et puis une ou deux assassines ou meurtrières. Voilà, on aime beaucoup aussi. Voilà, on ne fait pas de distinction entre Simone Rosès et Simone Weber. Voilà, donc c'est assez simple. Et c'est très bien parce que ce soir, pour la dernière audition de l'année civile, l'audition contradictoire du musée, nous recevons deux femmes. Donc, qui sont alors à ma droite et à ma gauche, ou à ma gauche et à ma droite, comme vous voulez, Noël Schmitt et Stéphanie de Samar, qui sont dans des registres différents, mais qu'on trouvait intéressant de croiser. Le principe de l'audition contradictoire, ce n'est pas de faire un match, ce n'est pas de la boxe, c'est simplement d'avoir une conversation un peu plus pétillante ou un peu moins monologue que ne peuvent l'avoir nos chers auteurs. Et je les remercie en tout cas de se plier à cet exercice qui consiste notamment à présenter leurs livres qui sont en vente à l'autre bout du musée, dans la partie Ancien Régime, grâce à nos amis de la librairie, des anciennes librairies techniques, devenues librairie Litech, devenues librairie Lexis, enfin c'est la librairie de la place Dauphine, et donc de la Cour de cassation. Voilà. Et puis on est filmé par les Nôtes de Paris, qui sont des amis à nous, qui ont un très joli site internet sur Paris et son histoire, et puis qui finissent par être, on va dire, là à chaque fois qu'on fait quelque chose au musée. Voilà, vous avez à peu près tout le monde, et puis les autres sont évidemment les bienvenus, même s'ils voudront poser des questions. Il y a deux livres qui nous auront incité à vous inviter, l'une et l'autre. Noël, on aurait pu vous inviter à chaque livre, et il s'avère qu'on a commencé ces auditions il y a 1 an, donc vous êtes la bienvenue pour votre nouveau livre, qui est, on va dire, Les coulisses de la loi. Le titre d'ailleurs est dans Les coulisses de la loi. Je ne vais pas le présenter, il est là-bas, mais vous aurez tout le loisir de le regarder. Noël Schmitt, c'est, on va dire, d'abord dessinatrice, ou vous redéfinirez, vous corrigerez si vous voulez dire peintre, si vous voulez dire journaliste, si vous voulez dire ce que vous voulez. Et elle a couvert un grand nombre de procès, elle est très familière de l'univers judiciaire. Elle a traversé pour plusieurs journaux importants dans le monde, des grandes affaires, on va dire de la fin du XXe siècle, beaucoup. Donc, je me disais tout à l'heure, pas d'affaires de femmes criminelles. Donc, c'est dommage, il y en a quelques-unes quand même assez jolies à croquer. Mais en tout cas, elle s'est plongée dans un grand nombre d'affaires. Je crois que vous avez commencé avec La Croix, si je ne me trompe pas, avec Bercy, voilà. Avec le procès Barbie, il y a eu Touvier, il y a eu Papon, il y a eu Dumas, il y a eu Clearstream, le sang contaminé. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc, il y a ce livre qui, après d'autres livres, il y a quand même beaucoup de travaux et de livres de Noël Schmitt qu'on aime beaucoup. Il y a ce livre qui fait le tour de tous les endroits où la loi prend corps, prend part, se forme, se discute. Donc c'est une promenade qui passe à la fois par le Conseil d'État, par l'Assemblée, par voilà, un peu partout et un petit peu par le Palais quand même de temps en temps. Ou à la petit clin d'œil en tout cas. C'est l'autre partie du parcours de la loi, avec tous ces lieux institutionnels. Il y a un très bon texte donc de Sébastien Miller et surtout une préface d'Antoine Garaton, ce qui montre à quel point les choses sont sérieuses et en tout cas agréables à manipuler. Je le pose là. Et puis,
il me faudrait peut-être le livre de Stéphanie, si Jean-Marc ou Michel veulent bien me le donner. Voilà. Donc, et Stéphanie de Saint-Marc, qui... alors, moi je l'ai connue, elle était juriste. Donc évidemment, là, elle n'est plus vraiment, on peut plus juriste. Non, apprentie juriste. Elle est intéressée par les choses, en tout cas. Aussi, si je peux voilà, je l'étais aussi. Intéressée par les choses. Et puis alors, elle a fait des diversions, vous le savez. Elle a écrit une biographie extraordinaire de Nadar, donc, qui est la référence absolue. Et puis là, elle est revenue au procès et aux aventures judiciaires. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas apporté mes exemplaires, j'ai oublié, je les ai laissés chez moi. Donc je suis bon pour les faire signer une autre fois. Et elle vient de sortir dans cette très 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 excellente collection bouquins chez Robert Laffont. C'est plus qu'une anthologie, c'est autre chose encore. Elle nous expliquera exactement de quoi il s'agit. Les grands procès du XXe siècle. Et puis si ça marche très bien, que vous en achetez beaucoup ce soir, elle fera après le 19e, elle fera le 18e, et puis on remontera et on abordera le 21e siècle. Donc voilà, ça fera. Ensuite, vous aurez un coffret à acheter avec Stéphanie de Saint-Marc. Donc voilà, dans laquelle elle brosse, elle parle de grandes affaires qu'on aime beaucoup parce que on aime bien, c'est comme vous savez, on est comme des cancérologues qui disent une belle tumeur, une tumeur qui est fatale. Les gens de justice, les magistrats, les magistrates, que je salue, les avocats aussi passent leur temps à dire une belle affaire pour dire quelque chose de bien sanglant et particulièrement, on va dire, voilà, qui serait malodorant pour nos confrères ou nos amis. Et il y a donc des grandes affaires atroces ou des affaires très intéressantes et politiques. Je vois, il y a Mendès France, Kravchenko, sur lesquelles qu'on a exposé ici en partie, le réseau Janson, enfin voilà. Donc c'est une autre histoire, et c'est ça qui est toujours intéressant dans les grandes affaires, c'est une autre histoire de la société française et de la politique, des mouvements, des avancées sociales, du regard que la société peut avoir dans le miroir que lui tend le palais de justice. Voilà. Ça c'était pour vous mettre en piste, après je vais vous laisser la parole. Je voulais juste faire une incise et puis saluer quand même Catherine Leclerc qui est ici parce qu'elle est avocate et elle vient d'être élue la semaine dernière membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris. Et on est très content parce que comme elle est venue ici à chaque audition, c'est ça qui l'a fait élire. Et voilà. Donc, et Françoise Equet qui normalement est sa comparse a été élue aussi, mais ce soir la grippe l'a rattrapée. Et là, elle est vraiment excusée. Mais on est très flattés. Alors maintenant, elle n'est pas encore installée. Elle sera le 1er janvier au Conseil de l'Ordre et ensuite elle reviendra en qualité de déléguée du bâtonnier. Voilà. Donc je le dis ça parce que quand même mes finances, c'est le Conseil de l'Ordre. Donc je vous le dis tout de suite. Hein. Un musée privé financé par le barreau de Paris, il faut flatter le pouvoir quand il vient nous voir. Mais c'est un pouvoir très amical. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, ça peut sembler très comme ça, vous mettre à deux bouts opposés ou qui n'ont pas grand-chose à voir, et puis on s'aperçoit que les choses en vérité sont très communes, très très vite. Alors d'abord, il y a une série de questions. On va peut-être démarrer avec Stéphanie, après je reviendrai à vous, Noël, si ça ne vous ennuie pas. Quel est le choix? Parce que moi j'ai fait des livres sur les grands procès, et je te l'ai dit tout à l'heure, le travail m'est mâché, je prends des grands procès qui sont en illustrés ici au musée. Donc mon choix élude et élimine d'emblée les procès sans iconographie. On parlera d'iconographie parce que le dessin, par définition, dans des endroits qui ne sont pas filmables, pas photographiables, par essence, c'est quelque chose de très important, de ces endroits masqués, comme il n'existe plus beaucoup aujourd'hui dans la société française. La prison, le palais de justice, c'est quasiment les rares endroits, et un peu l'hôpital. Quel choix, un livre de texte? Alors moi aussi, et quelle est l'idée? Il y a de multiples facteurs qui ont déterminé mon choix. Au premier rang, tu parlais de la contrainte liée à l'iconographie. Moi, une des raisons assez simples aussi qui a guidé mon choix, c'est simplement que le projet en lui-même consistait à présenter des procès en choisissant des extraits des sténographies de ces procès. Donc, de ce point de départ étant fixé, il s'agissait de trouver des procès pour lesquels des scénographies avaient été établies. Donc c'était une première, je dirais, douce contrainte en quelque sorte, parce que c'est aussi bien d'avoir des contraintes, ça permet de limiter le choix. Donc à partir de ce point de départ, effectivement, je me suis posé de nombreuses questions. Je dirais que ça a été une partie assez longue de mon travail, de chercher à déterminer, de chercher à savoir quels allaient être mes critères pour opérer mon choix. Et puis dans un premier temps, combien de procès j'allais choisir. Enfin, j'étais au début assez incertaine. Et finalement, il m'est apparu que c'était intéressant à la fois de combiner des procès politiques, comme tu disais, et des procès, je dirais, des procès criminels, donc des procès assez variés. Évidemment, la période que j'avais choisie,
ce qui s'est dégagé au fur et à mesure du temps, c'est que c'était intéressant de commencer avec la Première Guerre mondiale, de poursuivre avec la Deuxième et s'arrêter avec la guerre d'Algérie. Donc, ce sont 50 années qui sont recouvertes par ce livre et qui forment une espèce de triptyque, comme ça. Et c'est vrai que, bien sûr, les guerres formaient, je dirais, des nœuds, comme ça, pour lesquels, effectivement, les procès étaient importants. Mais les périodes intermédiaires étaient aussi intéressantes à couvrir à travers des procès, et notamment à travers des procès criminels comme ce que toi-même tu as aimé, je crois, à la fois le procès des sœurs Papin, le procès de Violette Nozière, le procès de Petiot, qui est à la fois un procès de guerre et un procès de sortie de guerre, et d'autres, enfin, le procès Kravchenko, etc. Donc voilà pour quelques éléments de réponse. Enfin, je pourrais en dire davantage. Non, mais Et ce qui est toujours très bien, c'est qu'on pense connaître ses affaires. C'est ça qui est formidable. Hein. Ça marche avec. On est persuadé de les savoir à peu près. Et puis en réalité, on les redécouvre à chaque. Cette sensation. Moi, j'ai eu la sensation en lisant le livre parce que j'ai dû écrire au moins 4 bouquins dans lesquels il y a Petiot, 5 dans lesquels il y a les sœurs Papin. Et à chaque fois, il y a un angle nouveau et puis il y a une lecture nouvelle aussi sociale, politique, moi je le pense, hein, de ces affaires. Oui, absolument. Oui. Confirme. Tu as redécouvert des affaires. Mais c'est en ce sens que qu'au fond, cette opposition entre procès criminels et procès politiques n'est pas véritablement, enfin bien sûr existe, mais en même temps, les uns comme les autres sont des révélateurs de la société, d'un état de la société. Je vois ce que tu en penses. Oui, c'est exactement ce que je pense. Ouais. Je voudrais juste savoir si, Noël Ehrenschmidt, quel est le choix? Parce que vous, votre livre, il m'intéresse beaucoup pour plein de raisons, votre talent, et puis parce que là, il sort de la salle d'audience, si ce n'est qu'on va quand même au Conseil d'État, donc on est malgré tout dans une juridiction, pas tout à fait comme celle qu'on préfère, mais ça c'est une... Voilà, on aime l'ordre judiciaire, donc c'est vrai, moi en tout cas, plus que l'ordre administratif, je ne dis pas de mal des autres, c'est simplement que ce n'est pas tout à fait le même univers que notre palais, que celui que tu mets en scène, hein, surtout, même si tu traites de procès militaires, je pense. Oui. Et quel est le choix? Parce que ça n'est pas un guide juridique, c'est pas, d'ailleurs ça serait rébarbatif si c'était le chemin obligatoire ou le cours de droit constitutionnel ou de pouvoir exécutif et de pouvoir législatif. Il y a un parti pris, il y a des passages la nuit, il y a des moments des couloirs déserts, il y a... voilà. Quel est le choix? Alors ça, je vais essayer de réfléchir et de répondre rapidement à des questions que je ne me pose jamais. Pourquoi est-ce que je choisis les livres que je fais depuis 30 ans? Parce que le premier, c'était les carnets du palais. Je pense que tout le monde connaît les carnets du palais, le palais de justice. Donc j'ai fait ça parce que Truche, que j'avais rencontré, m'avait proposé de faire les carnets du palais. Ensuite, comme il fallait que j'aille au sous-sol, j'ai demandé l'autorisation à l'administration pénitentiaire de pouvoir visiter. Là, on m'a dit, ben, vous allez dans les prisons. J'ai dit, bien, je vais dans les prisons. J'ai fait un livre sur les prisons. Après, on m'a demandé de suivre les gendarmes. J'ai dit, parfait, je suis les gendarmes. Le début, c'est fait tout seul. Vous parliez de la santé. Après, j'ai fait un livre sur l'hôpital. Effectivement, c'est ce que vous disiez. Tous les lieux clos, mal connus, inconnus, qui font peur, j'y vais. C'est à peu près ça. Donc, vous allez me dire, pourquoi la politique? Parce que la politique, elle est mal connue. En général, on ne l'aime pas. Il y a ceux qui disent tous pourris, ceux qui disent ils sont épouvantables, et puis moi qui ne pense rien puisque j'y connais rien. Donc c'est bien de commencer à faire un sujet qu'on pense intéressant pour le public. Allons voir ce qui se passe derrière les images qu'on voit à la télévision. Je n'y connais rien, j'y vais, j'y passe 6 ans, parce que ça m'a quand même pris 6 ans celui-ci. Et puis petit à petit, jour après jour, je découvre, avec l'aide d'Antoine Garapon, qui est toujours mon guide, c'est lui qui m'ouvre toujours les premières portes et après, à moi de suivre. Pourquoi la politique? Parce que ça me paraît essentiel, personne ne sait comment se fait la loi. Et ça m'a fascinée parce qu'une fois de plus, la loi c'est nous, la prison c'est nous, l'hôpital c'est nous. En définitive, on ne parle que de nous dans tous les livres que je fais. Simplement, ce sont des lieux qui font peur, donc on évite de les regarder. Et pourtant... Et pourquoi dans cet ordre-là? Pourquoi sous cet angle? C'est la question. Mais parce que mon métier, c'est reporter aquarelliste. Voilà, c'est ça. Je voulais venir à la question aussi que je vous posais de façon liminaire tout à l'heure, c'est comment vous définissez-vous? Ben, je suis reporter aquarelliste. Oui. C'est-à-dire, je suis reporter, je vais dans des lieux que je vais découvrir, j'interviewe les gens, je prends des notes, j'apprends. J'ai reçu beaucoup de cours de droit, et j'en avais besoin parce que je suis bien entendu basiquement nulle. Et j'apprends
grâce à ceux que je rencontre, et je ne fais pas de photos, je fais de l'aquarelle en direct. Donc c'est basique, simpliste, et l'aquarelle permet de raconter beaucoup de choses que ne permettrait pas la photo. Alors à quoi servent les quelques petites rares photos qui se sont glissées là? Alors ça, c'est une bonne question. Hein? L'éditeur a tenu à ce que nous mettions des photos. Et au départ... Parce que la plus-value, là, elle ne me semble pas évidente. Hein. Mais ça, le dessin alors, est beaucoup plus éloquent, si je puis me permettre. Vous allez en parler à l'éditeur. On a le même, hein, je crois, en partie. Oui. Mais au bout du compte, on s'en est quand même sorti, parce que quelquefois, les photos permettaient des gros plans sur des détails de dessin. Et ça a pu être intéressant. Mais en tout cas, le but de ce livre, c'est de raconter par le menu des institutions réputées sévères et qui le sont beaucoup moins quand on y passe comme moi ses nuits et ses jours. Non, il y a des scènes très amusantes. Je vois l'installation de la table du Conseil des ministres avec 10h20, 10h24, les gens qui tendent, les choses qui installent les chaises, qui vérifient que tout est en place. Ah oui, ça j'adore. Et c'est très intéressant parce que comment on est de l'autre côté de la grande image. Vous avez la grande image de la table du Conseil des ministres, et puis après on vous raconte comment elle est faite. Alors elle est faite par des jeunes qui sortent de l'école hôtelière, qui sont tout fiers, qui ont un nœud rouge et un costume, et ça rend extraordinairement humain et touchant des lieux qui sont sévères et qui ont une réputation de distance. En fait, ça réduit les distances, des livres comme ça. Et c'est très différent d'être dans une salle d'audience et dans un bureau de conseiller d'État. Ah oui, ça n'a rien à voir. Parce que je pense que... Pour dessiner. Mais pour dessiner, ça n'a rien à voir. Parce que quand on est dans un procès, d'abord, il y a unité de lieu, unité d'action. On ne connaît pas la fin de la pièce, mais on connaît les acteurs. Et autrement dit, il y a un suspense quand même. Le principe, c'est que c'est contradictoire, donc tu peux intervenir. Oui, la personne, il joue ça. Absolument. Donc c'est ça qui est fort dans un procès, c'est ça qui est tendu. C'est un théâtre véridique. Et ça, c'est formidable parce que... Donc vous le racontez, et moi, j'essaie de compléter par le dessin ce que j'ai ressenti. Parce que le lecteur, il n'ira pas, donc je lui présente les images dont vous racontez les textes. La prochaine fois, il faut qu'on fasse un livre ensemble, en somme, c'est ça. Le musée prend 2% sur ce genre d'opération. Mais c'est vrai ce que vous dites, puisque quand on a la chance d'être avec... parce que là, vous avez la voix là, dans ces procès avec la sténographie, donc si on avait l'image vivante... Quand on a la chance d'être avec quelqu'un qui est justement un journaliste qui adore, on est totalement en face. Et Pascal Robert-Diard, avec laquelle j'étais pour Claire Stream, elle voit de dos ce que moi je dessine de face. Elle transperce les silhouettes. C'est quelqu'un qui a un œil inouï. Et quand elle dit une phrase, en général, c'est celle que j'ai écrite dans mon dessin, alors qu'on est à 20 mètres l'une de l'autre. On l'a reçu il n'y a pas longtemps, Pascal Robert-Diard, ici, pour son livre sur Maurice Agnelet, donc la déposition. Et elle raconte aussi dans son livre les moments où la salle d'audience n'est pas encore en action. Elle raconte les gens qui s'installent, les choses qui font qui rajoutent au procès. Et puis le public. Il y a des habitués, enfin bref. Là, on en aurait pour 3 heures. Là. Raconter ici. Raconter. Et dans une salle d'audience, on a l'habitude de voir des gens qui dessinent, parce qu'il y a un banc plus ou moins réservé, en tout cas dans les salles d'assises, et puis à la 17e ou dans des salles où la presse est on va dire, est habituelle. Dans les endroits où vous êtes allés, dessiner ça leur a semblé normal, anormal, nous, on a des places particulières comme journaliste. Oui, mais là, je parle d'ailleurs, des autres endroits. Là, j'ai quand même l'habitude, en 25 ans, je sais me faire accepter. Donc il faut prendre du temps, ça m'a pris 6 ans. On ne peut pas arriver dans les lieux que j'ai dessinés, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'Élysée, Matignon, en disant « Bonjour, j'arrive, demain je viens dessiner ». Il faut se faire accepter, ça peut prendre des semaines. Je ne suis jamais pressée. Et puis il y a un moment où, en définitive, quand on commence à dessiner, d'abord les gens viennent voir, puisque je dessine en direct, je mets l'aquarelle en direct. Donc l'aquarelle est un lien formidable. Les gens viennent me voir, je suis dans le couloir, on vient me voir, on commence à discuter, moi je discute avec les gens, ça crée un lien formidable. D'abord ils voient le résultat, c'est pas comme la photo. Je ne touche jamais les dessins que je fais chez moi. Donc ce que je dessine, c'est ce qu'on verra dans le livre. C'est pareil pour les portraits, les gens peuvent venir regarder le dessin que j'ai fait. Et c'est une proximité qui rassure les gens. Donc au bout d'un certain temps, comme on me voit quand même pendant quelquefois des mois,
les gens sont habitués à me voir, et puis en plus, je pense qu'ils sentent que je sers l'institution. C'est évident. Je vais parler d'institution différemment. Je ne vais pas faire un cours de droit, comme je vous ai dit, j'en serais incapable, mais par contre, je peux raconter les gens, je peux raconter l'ambiance par le menu. Et à ce moment-là, comme je vous disais, la distance se diminue et ça rend une proximité avec des lieux qui impressionnent et qui sont beaucoup moins impressionnants. Et puis un jour, il est rentré dans une cour d'assises. Et il a trouvé ça tellement extraordinaire. On était en 1930 et des poussières qu'il a fait. Il a fait Le tueur aux yeux de velours, histoire incroyable d'un serial killer avant qu'on utilise le terme. Et il a suivi l'affaire Stavisky et c'est la plus belle. On a hérité de 140 toiles sur l'affaire Stavisky, dont des toiles qui font 2 mètres de long. Et c'est la plus belle documentation iconographique sur l'affaire. En réalité, on a tout le monde. Vraiment tout le monde. Donc voilà. Alors toi, tu fais Stavisky. Et comment tu t'es débrouillé? Alors, Stavisky, il y a beaucoup de choses. Moi, d'abord, c'est vrai que encore une fois, ma documentation, je dirais de base, c'était vraiment la sténographie, c'était les sténographies. Donc je dirais que c'est ce à partir de quoi j'ai commencé à travailler. Et puis bien sûr, par la suite, d'abord j'ai lu tout ce qui a été écrit sur le sujet. Et voilà. Enfin, mais c'est vrai que je dirais que l'affaire Stavisky, pour rebondir sur ce que disait Madame, n'est peut-être pas celle qui, je dirais, établit un lien le plus direct avec ce que vous dites, c'est cette sensation de quelque chose qui est très vivant, parce que tout ce que suggère l'idée d'une aquarelle, c'est l'idée d'un instant qui est saisi. Et avec ce que vous disiez d'une pièce de théâtre qui se déroule, mais une pièce de théâtre qui ne se déroulera qu'une fois, et dont on ne connaît pas la fin. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a paru particulièrement saisissant à cet égard, c'est le procès Laval, où vraiment on va de coup de théâtre en coup de théâtre. On a les archives derrière de d'Isorni. Donc on a Pétain, Laval, on a quelques-uns. Voilà. Mais le procès Laval, à cet égard, est quand même extraordinaire. Et puis vous avez... ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, ce que j'ai cherché à mettre en scène dans le livre, ce sont les accusés. C'est-à-dire que j'ai trouvé que la sténographie est un moyen formidable pour entendre la voix des accusés. Je n'ai pas privilégié les plaidoiries des avocats. Non, j'ai vu. J'espère que tu me pardonneras. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Peut-être parce que c'était les voix les plus sensibles. Justement, vous cherchez ce qui est vivant. Moi aussi, à ma manière, c'est un peu ce que je cherchais. C'est une espèce de forme de vérité, de voir comment l'accusé va se défendre face à ses juges. Et c'est intéressant de voir combien les modes de défense sont distincts et combien ils sont différents d'une personne à l'autre, d'un individu à l'autre. C'est un formidable révélateur de la personnalité de celui qui se défend. Alors évidemment, Laval est un incroyable mélange de sincérité et de rouerie, ce qui est vraiment très 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 étonnant, c'est-à-dire que sa sincérité est rouée. Donc c'est très curieux, c'est-à-dire qu'il commence par prendre la parole. De la première audience, il est seul à se défendre. Ses avocats sont absents parce qu'ils refusent, s'insurgent contre l'instruction, la hâte avec laquelle l'instruction s'est déroulée. Et donc Laval est seul pour se défendre. Mais c'est vrai que c'est très... c'est très saisissant. Je trouve qu'on retrouve quelque chose de ce que vous évoquez dans cette fragilité, dans ce moment de Laval seul face à ses juges, et on se demande est-ce qu'il va s'en sortir. On est presque prêt à se demander peut-être va-t-il s'en sortir, ce qui est quand même assez singulier. Non, je ne suis pas sûr qu'il faille toujours accorder beaucoup d'importance aux propos des avocats. Je m'étais mis l'affaire Caillot, de Mme Caillot. Il s'avère qu'on a les archives du bâtonnier Laborie ici, qui a défendu à la fois d'un côté Zola dans J'accuse, magnifique morceau d'éloquence, et en même temps qui a défendu aussi Henriette Caillot, après donc le meurtre du patron du Figaro, pour laver l'honneur en quelque sorte de son mari. Et la plaidoirie qu'on a ici est effondrante, parce que c'est une plaidoirie qui permet à Laborie d'obtenir l'acquittement en disant « la femme est un animal stupide, irréfléchi, donc elle ne peut pas avoir pensé le crime ». Donc ça, voilà, c'est le Laborie qu'on aime moins. Mais s'agissant, Mme Caillot n'est pas une femme non plus qui... Moi j'aime beaucoup penser Caillot, mais je veux dire, c'est pas une femme qui me fascine. On parle de Violette Mézières, de Serre Papin, c'est autre chose. Ce sont des femmes qui ont vraiment une personnalité, une vraie dimension. Madame Caillot, elle est quand même plus, c'est un peu une bourgeoise égarée. C'est pas Pénélope Fillon non plus, elle prend un revolver et elle va... C'est vrai, oui, mais peut-être que... Je sais pas, peut-être que Pénélope Fillon va abattre le directeur de l'Humanité ou un truc comme ça, ça serait un peu de... Voilà. Peut-être.
Enfin, je trouve qu'elle n'a pas l'envergure d'autres, mais même de Germaine Berton. Moi, j'ai une sympathie pour Germaine Berton. Oui, j'ai vu, il y avait déjà Germaine Berton. Il faut raconter Germaine Berton, c'est moins évident que oui, Letnosière. c'est pas très connu. Oui. Germaine Berton, qui était donc une jeune anarchiste de vingtaine d'années, qui était très frappée par la mort par l'assassinat de Jean Jaurès, et qui ruminait une rage contre l'Action française, et plus particulièrement contre Léon Daudet, et qui à plusieurs reprises a raté sa cible, et qui a fini par tuer Marius Plateau, qui était le chef des Carmelots du Roi, dans les locaux de l'Action française. Donc là encore, un coup de revolver contre un journaliste, c'est assez efficace. Mesdames, essayez, je ne sais pas, ça a l'air d'être... Et l'une comme l'autre, et Madame Caillot et Germaine Berton ont été acquittées, ce qui évidemment est quand même quelque chose de tout à fait... Ce qui montre que les jurés aiment bien la presse. Voilà. Oui, ou aiment bien les femmes, enfin, je ne sais pas ce qu'il faut. Enfin, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. C'est ton procès préféré, ou quel est celui que tu chéris Non, j'aime beaucoup le procès Laval, j'avoue. J'ai cru comprendre. J'aime l'affaire Papin, on ne peut pas tellement parler du procès Papin qui est pas... j'aime les phrases qu'on conserve et qui ont été formulées par les sœurs Papin, qui sont vraiment très très saisissantes, enfin en particulier par Christine Papin, l'aînée, qui a été internée peu de temps après sa condamnation, et qui était quand même dans la folie éclatée dans ses propos, quoi, qui a une espèce de parler comme ça paysan. Donc je ne sais pas, pour vous retracer en quelques mots le procès Papin, enfin lié à l'affaire Papin, que vous connaissez sans doute. Enfin, on leur consacre une vitrine ici, quelque part, je ne sais plus où, là en ce moment, aux sœurs Papin. C'est ça, il y a des photos comme ça, où elles ont tué leur patronne, mais avec une sauvagerie... je dirais d'artistes, enfin vraiment, leur ont arraché les yeux. Enfin, il y a une description dans la presse de l'intérieur de cette maison bourgeoise du Mans après leur méfait, qui est absolument saisissante. Enfin, il y a un œil qui traîne sur l'escalier qui monte au premier étage. Enfin, c'est effrayant. Vous ne voulez plus faire le ménage. Exactement. Mais je allait bien se laver après. On les a retrouvées toutes propres dans leur lit. Et vous, Noël, quel est votre procès préféré ? Un, votre procès préféré, et deux, votre salle préférée. Non, moi, c'est jamais des ça peut être un procès sanglant. Hein, non, mais moi, j'adore, c'est pas un problème, dessiner. Non, mais c'est surtout des moments, pour le coup, qui sont... Il n'y a pas de procès général. Mais j'ai un souvenir formidable du procès Papon, parce que comme il a duré 6 mois, j'avais demandé au président Castagnède, est-ce que vous me permettez, puisque je devais faire un dessin tous les jours pour Le Monde sur 6 mois, il fallait que je change d'angle. Donc je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous me permettriez de bouger un peu dans cette salle d'audience? Alors ça a été la fois de ma vie où j'ai pu dessiner entre Zawi et Lévy, ce qui m'était jamais arrivé. J'ai dessiné au milieu des parties civiles. J'ai dessiné à 2 pas de Papon quand il allait entrer en salle d'audience. Il était en train de lire son journal avec un petit guéridon Louis XV à côté de lui. On se serait cru dans un salon bourgeois, et alors on discute, et je lui dis, c'est rare d'avoir une chemise rose, il avait une chemise rose, et il me dit, cyclamène. Et je me suis dit que le Papon que je voyais là, c'était aussi un vrai Papon, très proche, et j'ai trouvé que c'était inouï d'arriver à dessiner ce Papon avec sa chemise cyclamène. Et c'est ça dans les procès que j'aime, c'est montrer les gens et aller à l'intérieur des gens, c'est-à-dire que le dessin peut se permettre de transpercer les modèles. Et en fait, c'est pas un portrait qu'on fait, c'est le dedans de la personne. C'est vrai des avocats, parce que alors là, je ne vais pas vous faire un discours, mais alors les avocats plaidants, c'est un bonheur total. Il m'est arrivé d'en tartiner 10 dans une page à 3, et je pourrais en faire des kilomètres. Pour peu que l'avocat parle bien, je peux m'envoler... je peux en faire 15 planches, on est porté par la parole. Et puis il y a aussi le président, puis il y a la cour en fait, et puis il y a le décor. Et vous voyez, vous me dites que quand j'ai dessiné au procès Papon, ce qui est très rare, la salle d'audience était tendue de tissu vert. Or, le tissu vert met en valeur le rouge et le noir des avocats et du président. C'est-à-dire qu'immédiatement, le dessin, c'était un vert un peu comme la robe
tableau derrière. Alors ce vert un tout petit peu jade. La robe de Charlotte Corday. Voilà, c'était formidable. Vous voyez, dans les souvenirs que j'ai une femme sympathique. De cette couleur et puis de cette liberté que m'avait donnée ce président. Je suis montée sur une échelle pour dessiner la salle des pas perdus. Et puis après, je suis montée au premier étage pour dessiner la salle en contre-champ. J'adore ça. Puis je suis allée dans les sous-sols. J'ai eu un souvenir d'avoir fait en 6 mois le tour à la fois du palais et de tous les personnages de ce procès, de tous les auteurs, les acteurs plutôt de la scène. Ça, vous avez été contagieuse, parce qu'on a, nous, récupéré ici, par Alexandre Varro, les carnets de dessin de son père pendant l'audience. Absolument. Parce que comme ça durait 6 mois, tout le monde avait un peu de temps à perdre. Et ceux de Michel Zawi également, qui dessinait aussi, donc chacun s'est dessiné. Et on a une vitrine avec tout le monde. Les dessins des avocats qui s'ennuient. Et qui, eux, n'étaient pas payés pour dessiner, mais essaient de passer le temps. Mais ça, c'était quand même exceptionnel comme expérience, parce qu'on était quand même tous arrivés pour rester 2 mois. Il faut parler plus fort. On est tous restés, on était arrivés pour 2 mois, on est restés 6 mois. Donc ça fait quelque chose de très fort, parce qu'en plus, il se crée des liens dans une cour. Vous savez ça? C'est-à-dire qu'à force de se voir tous les jours, matin et soir, ça crée un monde à l'intérieur de la cour, et c'est formidable humainement parlant. Pour moi, je me régale. Et alors, quel est le procès, pas préféré, mais celui que vous auriez aimé faire, suivre et que vous n'avez pas suivi? Est-ce qu'il y a un procès qui vous manque? Pas du tout. Pas du tout. Ce que je n'ai pas fait ne me manque pas, puisque je ne le connais pas. Donc, rien ne me manque, et tout est à faire. Donc, je n'ai pas... On parlait tout à l'heure, avant de commencer, du traitement par les journaux, avec le nombre de colonnes, etc. Ah bah oui, ça c'est autre chose. Il y a frustration peut-être. Mais non, il faut constater que les journaux ont quand même de moins en moins de place. Et quand le Monde donne 4 colonnes pour mettre un dessin, puisque ça ne sert à rien de mettre un dessin à 3 dans 2 colonnes, on ne voit rien. Donc il faut 4 colonnes. Donc 4 colonnes dans un journal, c'est extrêmement difficile, il ne faut pas rêver. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a quand même beaucoup moins de dessins qu'il n'y en avait. Au procès Barbie, il y avait 20 dessinateurs. Chaque journal de province avait son dessinateur. Il y avait des dessinateurs étrangers, des Américains et des Anglais. Ça n'est plus le cas. Le monde a changé. J'ai aucun regret, puisque c'est une évidence. Donc, je n'ai pas de regret de ce que je n'ai pas fait, mais je constate que la possibilité de dessin de procès se réduit. C'est une... Et toi, le procès que maintenant tu regrettes une fois que le livre est sorti de ne pas avoir inclus? Ou celui sur lequel d'un seul coup on t'a attiré ton attention? Non, ça, il y a toujours des gens qui disent pourquoi il n'y a pas le procès machin. Oui, voilà. Ça m'a beaucoup m'énervé. Donc non, c'est agaçant. Non, parce qu'on allait chercher une espèce de cohérence. Donc bien sûr, il y a plein de procès qui manquent, forcément, mais c'est un choix. C'est comme si on disait dans une anthologie, mais pourquoi vous n'avez pas mis tel poème dans l'anthologie? Bon. Donc c'est pas tellement ça. Non, ce que j'aurais aimé faire, et c'est un procès d'un intellectuel, un procès, bon, pas le procès Bratiac, c'était trop court, mais un procès d'un intellectuel pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre. Ça, j'aurais aimé le faire. Et puis, il y avait une question un peu d'équilibre général du livre, et c'était trop... Trop d'épuration. Voilà. Trop d'épuration. Oui, c'est ça. Voilà. Mais, donc oui, je pense que c'était très intéressant. Enfin, je trouve que c'est un sujet passionnant. C'est-à-dire, quel est le poids de... Alors, quel est le poids d'un écrit? Enfin, est-ce que écrire est un acte? Enfin, voilà, etc. Tout ça, je trouve ça très intéressant. Enfin, un acte au même titre que... Ici, on a Brasillac, on a Céline. On a quand même beaucoup de choses. Hein, donc, okay. Mon prédécesseur, François Gibault, qui est toujours avocat, et l'exécuteur testamentaire de Céline. Donc, on a beaucoup de choses sur Céline en justice. Donc, sur les procédés intellectuels un peu... Enfin, peu fréquentable parfois. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est ça qui les rend. Mais moi, on parle des grands procès ou des crimes contre l'humanité que j'ai suivis. Mais dans les procès, ce qui est étonnant, c'est que des petits procès en assises ou des procès en correctionnel sont aussi bouleversants. Moi, j'ai souvenir d'avoir assisté à un procès en assises, un alcoolique avait tué un crime passionnel. Donc, le crime basique, Pampan, il est mort. Bon. Et j'étais à côté d'un vieux dessinateur de presse, un ancien. Et je me retourne vers lui, on dessine et je le vois pleurer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a dit, ça pourrait être moi. Ah, c'est extraordinaire. Et je trouve que c'est magnifique parce que pourquoi ces procès nous émeuvent, c'est que ça pourrait être nous. Absolument. Quoi qu'il arrive.
Et pareil dans les correctionnels. Donc, c'est jamais anodin, ça n'est jamais léger, c'est toujours poignant, que ça dure longtemps ou en fait que ça dure peu, et on ne sort jamais d'un procès indemne. Et comme on est entré. Alors le dessin aide, puisque le dessin aide à raconter au lecteur ce que nous-mêmes on vit. C'est facile, hein. Le pinceau c'est le prolongement de ce qu'on fait, donc ça c'est pas un problème du tout. Mais c'est très fort justement parce que c'est nous qu'on raconte, de quelque façon que ce soit. Est-ce qu'il y a des procès que tu voudrais réécrire, à part Laval, ça on a compris. Réécrire. Oui, je ne serais pas contente de ce que j'aurais écrit. Non, pareil, pas toi, mais en disant il y a quelque chose de faux, oui, ça c'est mal joué, ça c'est une s'en sortir, est-ce que Violette Nozière, je sais pas quoi, démontrant l'inceste. Ça j'aurais aimé que Violette Nozière puisse parler de l'inceste. Mais en même temps ça fait partie aussi du mystère de ce procès. Enfin, ce serait un autre procès, ce serait autre chose. On pourrait pas. Mais non, le procès Kravchenko peut-être qu'il aurait pu être terminé différemment. Enfin, le procès Kravchenko est quand même assez à une issue cruelle pour Kravchenko lui-même. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est une grande injustice, je trouve, dans le procès Kravchenko. Enfin, il reste comme un procès, voilà, où quelque chose n'a pas été dit. Enfin, ou en tout cas, a été dit, n'a pas été entendu. Je trouve ça très très frappant. C'est-à-dire que vous avez je trouve que ça en dit long sur ça en dit long sur comment dire le poids de l'apparence, enfin sur la respectabilité, sur le prix qu'on attache à la respectabilité, sur le poids de la parole de quelqu'un qui est respectable par rapport au poids de la parole de quelqu'un qui vient du fin fond de je ne sais quelle zone perdue du fin fond de l'Allemagne ou de la Sibérie. Donc oui, ça, je trouve que ça en dit long sur ce sujet-là. Non, mais comme ici, au Palais de Justice, on aime bien les avocats refaire des procès, tu sais, ça fait partie des choses. Tu as peut-être des choses à dire. C'est toi qui as... moi, j'aime beaucoup le procès Kravchenko, mais que je trouve très sous-estimé par rapport à ce qu'il permet de raconter. Mais bon. Et mon seul regret, c'est que les archives de Kravchenko, son fils les négocie, mais 11 millions de dollars. Donc évidemment, on n'est pas prêt de les récupérer. Voilà. Donc c'est le seul hic moral de l'affaire pour moi. Mais c'est un procès passionnant, je pense. Mais moi, je voulais raconter quelque chose au niveau des procès. Au procès Barbie, les dessinateurs étaient très nombreux, n'avaient pas de place définie. Donc on tournait. J'ai été souvent à côté de Pierre Truche, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et je me suis trouvée une fois tout à fait à côté de Barbie. J'étais à 2 pas de Barbie. Et c'était au moment où Truche lui parlait de ses enfants. Ça a été très bien raconté par le Zawi dans le livre Mémoire de justice. Et ce Barbie qui avait un visage absolument impassible, quand Truche a parlé de ses enfants, a été ému. J'étais à côté de lui. J'ai fait ce dessin d'un Barbie ému. Et quand je repense à tous les dessins, c'est un dessin auquel je tiens. Ça a duré 3 secondes, mais c'était suffisant pour que je saisisse cet œil et ce visage ému, qui bien entendu, après s'est complètement refermé. Après, il est parti, donc on ne l'a plus vu. Mais c'est ça aussi les procès. C'est comme vous dites, c'est des moments imprévus. On ne sait pas ce qui va se passer, mais quoi qu'il se passe, on est là pour le raconter ou pour le dessiner, ne sachant justement pas ce qui sera dans la minute qui suit. Et c'est ça la force d'un procès, c'est l'imprévu. C'est pour ça que pour le dessinateur, c'est formidable. Il faut s'attendre à tout et on doit être apte à tout saisir dans la minute. Absolument. Tout se retourne, tout peut se retourner à chaque instant. C'est extraordinaire. Pour ça qu'il y a la pièce, mais la suspense. Oui. Et puis il y a de longs moments d'ennui. En même temps, c'est une espèce de mélange. Stavisky, Stavisky, je veux bien, mais Stavisky, ça sent l'ennui aussi beaucoup. Il y a, ça durait des mois. Ah, c'est long, c'est très long. C'est très long. Stavisky est mort quand même. Donc il y a plein de procès très longs. Hein. Là, il y avait Wittgenstein qui était pas mal dans la série, très, très ennuyeux, qui a duré 1 mois. Parce qu'il y a aussi quand même confrère qui sortait celle des pas perdus en permanence, en regardant l'heure, en disant ça n'en finit plus, c'était trust par trust dans les Bahamas, ça n'en finissait plus. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a quand même. Les journalistes, c'est parti au bout de 48 heures. Même dans il n'y le a plus procès personne. Petiot, qui est quand même assez truculent, il y a une part d'ennui. Au bout d'un moment, toutes ces victimes, ça devient une espèce de répétition, un flot.
faux. Non, c'est affreux, mais je crois que c'est pas vrai. Oui, mais l'avantage du dessinateur, c'est dans les moments creux, Oui, on fait du décor. Oui, mais tout à profit. Et justement, je parlais des dessins que j'ai faits au Conseil d'État à propos de moments où on ne comprend rien. La première fois que j'ai été invitée à suivre une séance dans la grande salle du Conseil d'État, cette salle insensée où tout en haut c'est 19e et en bas c'est 1930, c'est une salle comme on ne peut pas l'imaginer. Et j'assistais à un premier débat, honnêtement, je l'ai dit au vice-président, je n'ai rien compris. C'est justement les codes, il faut apprendre. Et la chance, je me suis lancée dans cet énorme dessin qui m'a pris tout le temps, c'est-à-dire peut-être 3 heures ou 4 heures. Donc j'ai un souvenir ébloui du dessin et zéro de ce qui s'était passé. Donc après, ça s'est quand même transformé. J'ai quand même appris ce qui s'était passé, donc j'ai lié quand même le dessin à l'action. Mais c'est ça l'avantage de l'aquarelle. Cool. On dessine, on se lance dans un énorme dessin, et après, on essaie de comprendre. Mais on n'est pas forcé de comprendre en même temps. C'est ça la force. C'est un mouvement permanent. Exactement. Et on sait que ce qu'on ne comprendra pas aujourd'hui, ce qu'on ne comprendra pas, on le comprendra peut-être demain ou après-demain. Bon, alors j'espère qu'en attendant, vous comprenez à peu près tout ce qu'on dit et que vous ne vous ennuyez pas, mais que vous pouvez maintenant peut-être commencer à poser des questions. Voilà, c'est le moment où la parole peut circuler. Vous avez donc peint des aquarelles au Palais de Justice à Paris, oui. À Lyon avec le procès Barbie. Oui. Vous avez senti une différence d'ambiance selon le lieu dans lequel vous étiez? Est-ce que ça a joué sur vos dessins? Ça ne joue pas, mais par exemple à Lyon, c'était pas prévu. On était il n'y avait pas de salle pour le procès Barbie, c'était dans la salle des pas perdus. Elle a été faite pour ça. Donc on est dans un lieu qui n'est pas fait pour, qui était énorme. À l'époque, je n'étais même pas capable de dessiner un lieu aussi grand. Donc le décor est passé à l'as. Je vous racontais qu'à Bordeaux, avec ce tissu vert, j'étais éblouie par le vert. Tout le vert, je passais mon temps à essayer de mettre du vert qui faisait jouer le reste. Et alors par contre, là, vous êtes dans des lieux absolument inouïs. On passe son temps à passer du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, Matignon, qui est un bijou. Donc là, on est dans un bonheur perpétuel. Le décor est exquis, mais il ne faut pas oublier que à côté du décor, il y a les personnes, les humains, c'est ça qui m'intéresse quand même au bout du compte. Même. Donc il y a une espèce de jeu entre le décor et puis les gens qui vivent dans le décor. C'est ça qui est intéressant. C'est le paradoxe quelquefois. Vous traitez des procès, je n'ai pas encore lu, mais je me réjouis de le lire, qui se sont déroulés, j'imagine, dans un système judiciaire où les droits de la défense sont bien établis, sont bien préservés. Parlant du XXe siècle, est-ce que vous seriez tenté de faire un livre sur les grands procès des États totalitaires, au fond de l'incendiaire du Reichstag jusqu'à Oberth, au procès Reich à Budapest ou au procès de Moscou, qui mérite soit seul une analyse de la mécanique et à l'inverse. Je pense qu'effectivement c'est passionnant. Oui, les dysfonctionnements de la justice, c'est un sujet. Mais enfin, vous verrez si vous lisez le livre qu'effectivement, même, il y a de nombreuses situations, de nombreux cas dans lesquels la justice est malmenée, y compris dans les procès dont je traite, ne serait-ce que le procès Laval, pour ne pas avoir l'air obsédé par le procès Laval, mais les procès d'épuration sont quand même aussi des cas dans lesquels la justice a été malmenée. Mais c'est vrai que c'est tout ça, c'est passionnant, effectivement. C'est difficile de vous dire oui, mais effectivement, je trouve que c'est une question passionnante de savoir ce que devient la justice dans des circonstances, si vous voulez, la cohabitation, ce que devient la justice dans des circonstances politiques tourmentées. Le mot est faible. De séparation. Oui, voilà, absolument. Comment la justice est manipulée. Dans le procès Laval et dans le procès de Barcade, on voit bien quand même déjà cette distorsion incroyable entre la justice, on n'est pas très très fiers pour le fonctionnement de la justice à ces moments-là, parce que l'indépendance de la justice. Ah oui, moi j'avoue que j'ai été scandalisée. Je suis encore scandalisée. Ah oui, le procès Laval. Scandalisée par le procès Laval? Ah oui, tout à fait. Ah oui, je trouve qu'il y a pas les droits de la défense ont été complètement bafoués. Je ne suis pas. D'accord. J'ai bien compris. Ça m'a révolté, c'est idiot, sûrement, mais ça m'a révolté. Et je trouve que l'avocat a été
On n'est pas crête, là, vraiment pas très bon. Enfin bon. Quelle est la scène racontée par l'une ou dessinée par l'autre qui vous a, alors je mets le procès là-bas entre parenthèses, qui a le plus ébranlé les convictions que vous faisiez l'une ou l'autre? Alors pas seulement des institutions, mais des mécanismes humains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a interpellé la représentation que vous aviez des hommes, des institutions, de la société? Ah ben moi c'est très simple. Au procès Clearstream, il y a une après-midi formidable où chaque prévenu s'est levé en disant l'autre ment, moi je dis la vérité. C'était formidable. D'ailleurs, j'ai pas fait de décor, j'ai dessiné les uns après les autres les prévenus qui disent tous, moi je détiens la vérité. C'était une image de l'être humain admirable. J'ai même pas fait les costumes, j'ai dessiné, j'ai mis la couleur sur les cravates, sur les visages. J'ai mis une phrase à côté de chaque personne, tout était dit. Ça, c'est une chose que j'oublierai jamais. Écoutez, moi je dirais que peut-être chacun des procès dont j'ai parlé a ébranlé l'image que je pouvais faire de la justice. C'est vrai que par exemple, pour parler d'un procès dont je n'ai pas encore parlé, le procès Malvy, donc Louis Malvy qui était ministre de l'Intérieur pendant la Première Guerre mondiale et qui a demandé lui-même à être jugé, qui a mené cette politique d'union sacrée et d'entente avec les syndicats et qui, à l'issue de la guerre, a été... ça a fait l'objet d'une campagne assez violente de la part de Clémenceau, de Léon Daudet, etc. Et qui a été jugé par le Sénat réuni en haute cour de justice, qui lui-même a demandé à comparaître, qui lui-même a demandé à cette... et qui là encore s'est défendu, donc lui, avec une grande sincérité, je veux dire, avec une grande loyauté, en essayant d'exposer pied à pied les différentes... motivation qui avait été celle de sa politique et en justifiant en plus les appuis qu'il avait eus tout au long de la politique qu'il avait menée et combien en réalité dès le départ le piège était déjà s'apprêtait à se refermer sur lui, donc ça c'était un procès parmi d'autres, mais c'est vrai que j'ai trouvé que le cas de Malvy était particulièrement était assez saisissant à cet égard-là. Cette sincérité. Est-ce que vous êtes intéressé au procès de l'OAS, procès Salan notamment? Alors, je sais que je n'ai pas traité du procès Salan qui est passionnant, mais ce que j'ai cherché j'ai choisi 2 procès pour l'Algérie, le procès du réseau Janson, des porteurs de valises, et le procès des barricades. Ce que j'ai voulu faire, la raison pour laquelle j'ai choisi ces 2 procès, c'est que je trouvais que c'était intéressant de les mettre l'un face à l'autre, puisque finalement c'était une manière de faire une sorte de, je sais pas, de photographie de toute une génération à une époque donnée, et que c'était un moyen de saisir aussi cette guerre à un point de basculement. C'est-à-dire que Jean-Marc Théolard avait cette expression très, très juste, je trouve, au sujet du procès des barricades. Il disait que c'est le moment où la subversion change de camp. Et je trouvais que c'était intéressant de saisir justement ce moment de basculement. Donc je n'ai pas traité du procès. Il y a un basculement aussi de l'armée. Absolument, oui. Oui, mais oui, dans le... C'était extraordinaire. Oui, non, bien sûr. Mais dans le procès des barricades, il y a à la fois les civils et l'armée qui sont présents. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Non, mais il y a encore beaucoup de procès de l'Algérie, quel qu'il soit, à sortir. On a ici récupéré les archives de Jacques Vergès. On a tout le FLN qu'on n'a pas encore ouvert, à la consultation, mais on va le faire. Donc c'est extraordinaire. Et puis on a du côté de l'OAS, on a du côté du FLN, on a de tout. Voilà. Donc il y a énormément de champs encore à explorer. Chers amis, d'autres questions? Moi, je voulais parler quand même du décor, puisque vous me parlez. Bien sûr. Ce qui est frappant quand on est allé toujours avec Antoine, on est allé à Chicago dessiner la... Antoine, c'est Garapon. Garapon. On dirait que c'est le chanteur, ou vous êtes allé en Polynésie. Voilà. Donc, vous avez raison. Oui. Et on est allé dessiner, je suis allée dessiner à Chicago et en Australie. Et alors là, les décors sont tellement différents que rien ne ressemble à ce qu'on connaît. On est dans la justice. Vous avez une cour, vous avez des jurés, et on est absolument ailleurs. Et les dessins ne ressemblent jamais à ce qu'on a fait en France.
C'est ça qui est intéressant. Donc ce que vous disiez est vrai, le décor en tout cas implique de changer de cerveau. Changer Dieu. C'est tout à fait vrai. Mais c'est quelquefois d'ailleurs catégorique. Le dessin ne ressemble plus. On doit certainement sentir la différence du système judiciaire. Justement, c'est pour ça que ça rejoint ce que vous disiez. Si vous voulez regarder, pardon, alors je ne vais pas vous inciter à regarder la télévision, parce qu'ici on aime l'art, les lettres et les expositions, mais il y a American Crime Story, qui est une série sur le procès O.J. Simpson, qui passe en ce moment sur Canal+, qui est une série américaine qui ne parle que du procès Simpson, et où, d'ailleurs, pour parler du temps et des 2 mois transformés en 6 mois, les jurés sont kidnappés pendant 1 an et demi. Hein. Ils arrivent avec leurs affaires pour 15 jours, tout contents d'être dans un hôtel et bien traités, parce que certains viennent de la classe ouvrière et donc se servent dans le minibar, et puis s'aperçoivent au bout de... Ils n'ont le droit de parler à personne, ils n'ont le droit de rien lire, et donc voilà, c'est un procès très 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 étonnant. C'est la prison, c'est les jurés en prison. C'est étonnant. Donc vous devriez regarder ça, c'est diffusé en ce moment et c'est en replay si vous avez le... Voilà. Donc c'est très 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 bien fait. Voilà. Donc je pense qu'on va libérer nos 2 détenus ici. Parce qu'après, je vais vous les livrer et puis elles vont pouvoir signer et puis répondre encore à d'autres questions. Je voudrais les remercier infiniment d'avoir bien voulu se soumettre à cet exercice, être venu au musée du barreau de Paris. Vous indiquez que ce musée est ouvert quand même au public à visiter les samedis et dimanches de 10h à 19h avec une petite billetterie, et dans le reste de la semaine avec des groupes et des visites commentées par Jean-Marc Esvan, qui est notre guide qui se trouve je ne sais plus où, voilà, il a disparu. Et puis il faut dire aussi que la prochaine audition du musée a lieu le 26 janvier. Nous avons invité alors un de mes confrères, Tessier, qui est le professeur de droit aussi et qui est surtout le biographe de Tronchet. Tronchet, c'est avec Malesherbes et Romain de Sèze, les avocats de Louis XVI, archives que nous possédons largement et très documentées ici. Et pour la contradiction, j'ai demandé à Carbon de Sèze, c'est homonyme mais ce n'est pas la même écriture, il y avait l'orthographe, comme vous pouvez le deviner, qui est en droite ligne descendant de Romain de Sèze, donc ils sont avocats depuis très longtemps, de venir commenter et porter la contradiction, et puis ça le forcera à venir ici. Il n'est pas venu assez pendant la campagne, c'est pour ça qu'il n'a pas passé le premier tour du bâtonnat, voilà, donc à la différence de notre amie Catherine. Non, ça sera très intéressant et assez passionnant d'avoir, voilà, de parler du procès de Louis XVI, qui est une autre atmosphère et un autre procès politique, d'une certaine façon, en tout cas, voilà. Et puis pour le reste, donc vous avez le droit de vous promener encore dans la demi-heure qui vient et de regarder nos jolies collections, voilà, de poser des questions et d'aller, non pas traquer parce qu'il n'y a rien à voir, mais en tout cas de participer à un verre symbolique de l'amitié. Je vous remercie d'avoir été.